ça a été... Je ne vais pas savoir quoi dire. Une inquiétude plutôt dans le sens inverse. Alors, vous savez aussi que je suis assez libre d'interprétation, de mouvement, de parole, etc. Et que si vous avez des interrogations, si vous avez envie de m'interrompre, ne dites pas « Oh là là, je vais le perturber ». Non, non, hein, au contraire, je rebondis, j'en profite. N'hésitez pas, hein, c'est convivial. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que d'entrée, il y avait quelqu'un qui m'a surpris, parce qu'elle m'a dit tout simplement qu'il y avait du Rolina au programme de son école. Donc je vais commencer par un sondage que je n'avais pas prévu. Quels sont ceux qui, à l'école, peut-être primaire, hein, souvent c'est là, ont appris une poésie de Maurice Rolina? Il y en a qui... Vous voyez, je vous avais dit que c'était rare, votre cas. Il n'est pas si étudié que ça. Et voilà, elle est un bourge. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous avez bien fait de venir ce soir. C'est la confirmation. Ah oui. Ah d'accord, oui, pardon, oui, allez-y, c'est vous qui... Voilà, d'ailleurs, il faut qu'on mette le... Voilà, ok, oui. Donc le... C'est plus naturel. Juste avant de commencer, je voulais marquer le coup, parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, et tu es toujours disponible, tu viens gracieusement nous faire partager ton érudition. Donc voilà, on va te faire un petit panier gourmand. Oh, voilà. C'est trop gentil. Il y a une photo, j'espère. Bon, évidemment, comme j'ai été affamé pendant toutes ces fêtes, je vais pouvoir reprendre quelques kilos que j'ai perdus. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, et c'est très sympa. Enfin, quand il dit qu'on a travaillé depuis quelque temps, il veut dire que c'était un plaisir, hein, bien entendu. Comment? Merci à la dame aussi qui, pendant ton absence, pendant que tu étais en train de te prélasser, a permis que se passe bien la première intervention sur Maurice Rolina en avril 2022. Il y en a qui m'ont assuré. Il n'y a pas que Régis ici. Il y en a plein d'autres qui assurent. Voilà. Tu n'aurais pas dû faire un cadeau, là, tu vas le regretter. Mais bon. Comment? Oui. Mais oui, bien sûr, oui. Et on a déplacé plein de chaises. Voilà. Ça, c'était un travail. Voilà. Bien, ben écoutez, on va commencer la conférence. Hein, et je vais essayer de compléter ce qui a été dit et bien dit tout à l'heure. Et on aura des illustrations ici, hein, je pense, parce que j'ai prévu quelques photos, vidéos et illustrations pour vous mettre un peu dans le bain. Alors d'abord, je voudrais faire un contexte de Maurice Rolina, parce qu'il est souvent sabré. Et effectivement, j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone, il n'y a pas longtemps, une journaliste du Berry républicain qui s'intéresse au sujet et qui a pris très fidèlement et vraiment avec beaucoup de soin tout ce que j'ai pu dire. Donc, si vous voulez vous référer sur ce qu'il faut savoir sur Maurice Rolina, lisez cet article du Berry. Hein, et j'ai insisté sur le fait que la Commune de Paris, on va dire c'est un dada, quand il y a Jean-Marie, ramène tout soit à Brel, soit à Vaillant, soit aux deux, et à la Commune de Paris. D'ailleurs, j'ai fait une intervention sur la Commune de Paris avec Michel Pinglot, etc. Mais ce n'est pas du tout artificiel.
parce que ce courant dont on a parlé tout à l'heure, qui est le courant décadent, le mot courant doit être mis entre guillemets, ce n'est pas un courant constitué, c'est une appellation qu'on leur a donnée, qu'ils se sont appropriés, un peu comme les intellectuels, on les insulte, ou les impressionnistes, c'était une critique, et ils l'ont pris à leur compte. Eh bien, ce courant de décadence vient quand même en fin du XIXe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle? La France est dans un état qui est absolument exceptionnel. En 70, elle a été envahie sur un quart de son territoire, après une défaite absolument cuisante par la Prusse, et puis l'Empire allemand célébré dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. C'est une humiliation totale, Paris occupé, cerné en tout cas, et puis des Parisiens qui se méfient des monarchistes au pouvoir, qui veulent défendre la République malgré le siège, et qui, affamés, veulent encore ne pas céder. On ne lâche rien, vous voyez. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur envoyer la troupe et on va les massacrer. L'équivalent de la population de Vierzon, très exactement d'ailleurs, en une semaine, est passé par les armes, baïonnettes, mitrailleuses, évidemment ça va plus vite, fusils, derrière les barricades, etc. Eh bien, imaginez des dizaines de milliers de Parisiens, hommes, femmes, enfants, qui auraient été tués, il y a une dizaine d'années, en 2023, disons en 2013, etc. Et dans quel état serait-on maintenant, après ce genre de choses? Est-ce que les gens seraient hyper optimistes? Sûrement pas. Eh bien, on a un courant qui est le courant de la décadence et que souvent on interprète en le psychologisant. C'est des gens qui avaient des états d'âme, en le décontextualisant, c'est-à-dire en le sortant de ces raisons de vie quotidienne. Qui sont, et je ne parle pas pour ceux qui étaient pour la République démocratique et sociale et qui ont été massacrés. Il y a eu une conférence de Michel Pigenet sur cette fameuse République démocratique et sociale qui inspire le Conseil national de la résistance récemment. Eh bien, les gens de la commune étaient des précurseurs exactement dans cette ligne-là. Et évidemment, c'était intolérable, on les a massacrés. Et alors, à partir de là, on les a maintenus en exil aussi, parce qu'il n'y a pas de pardon pendant 10 ans. Et la fin de l'exil, l'amnistie, c'est 1880. On a permis à ceux qui étaient au bagne en Nouvelle-Calédonie de revenir, ceux qui étaient exilés en Angleterre, en Suisse, etc., en Belgique, de revenir aussi, à condition qu'ils ne la ramènent pas, qu'ils fassent silence, qu'ils ne réclament rien et qu'ils se fassent oublier. C'est une amnistie d'oubli. On ne doit pas parler de ces choses-là. Et 3 ans plus tard, en 1883, c'est quand même tout frais tout ça, parce que entre-temps c'est débattu entre les pour et les contre, ceux qui disent mais il faut les laisser à l'extérieur, on ne doit pas les ramener, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un foyer de révolutionnaires. Et les autres qui disent mais les familles ont besoin de travailleurs. Victor Hugo plaide pour ça, il dit vous ne pénalisez pas seulement les hommes, vous pénalisez les enfants, les femmes. Il n'y a plus personne qui ramène de l'argent dans les familles pauvres. Et en 1883 paraît le recueil principal de Maurice Rollinat. S'il n'y a qu'un recueil de poèmes à retenir, c'est celui-là, les Névroses. Les névroses, ça veut dire maladie de nerfs, évidemment. On disait d'ailleurs les nevroses au début, comme ça, dans le domaine médical. Et ce recueil, effectivement, est empreint de quoi? De tristesse, de mélancolie, etc. Donc on verra que pour Maurice Rollinat, il y a l'alliance des deux, c'est-à-dire une époque et un tempérament. Maurice Rollinat était prédisposé à cette mélancolie immédiatement. Et puis il y a des événements, comme ceux de la Commune, qui l'ont touché, qui ont touché aussi son frère. Il avait un frère, Émile, qui était soldat pendant la guerre de 70 et qui en est revenu tellement traumatisé qu'il en était quasi fou et qu'il a fini par se suicider après. Le suicide de son frère a été là aussi
un événement important. Bon, je ne vais pas parler tout le temps parce que j'ai dit qu'il y avait des illustrations, mais voyez à peu près dans quel contexte on est. Maurice Rollinat, pour aller vite, on l'a dit, c'est un poète berrichon, mais le but de la conférence est de montrer que c'est un poète qui a une stature plus universelle. C'est un écrivain, et un écrivain qui mérite d'être au panthéon de la littérature française. Et c'est pour ça que je disais qu'il est oublié injustement. J'aime bien les gens qui sont oubliés injustement et dont on dit non, ils valent mieux que ce qu'on en fait habituellement. Et c'est pour ça que la dame que j'ai croisée tout à l'heure qui me disait « mais si, on apprend ça à l'école hein. » Je dis non. Et elle s'est aperçue qu'elle était effectivement une exception. Voilà. Donc, en son hommage, j'avais lui passer le poème qu'elle avait oublié. Elle m'a dit « j'en ai appris un ». J'ai deviné tout de suite que ça pouvait être la biche. Elle m'a dit « oui, mais c'est ça, j'avais oublié ». Donc, on va le présenter. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu grossièrement Maurice Rollinat, avec un parcours rapide. On reviendra plus en détail sur autre chose. Alors, il est né à Châteauroux, comme on l'a dit tout à l'heure, et il est né dans le centre-ville de Châteauroux, vous voyez, rue des Notaires, là. Va pas trop vite, voilà le plan, merci Anna. Voilà, j'exploite les travailleurs ici, j'ai la permission. Alors, Déol est en haut, vous voyez, vous venez de là, de Vierzon, et puis vous arrivez ici. En bas, il y a le carrefour de Châteauroux, il y a le cinéma CGR. C'est pas loin là, des ramifications de l'Indre. Voilà. Rue des Notaires, alors on a la maison natale. D'ailleurs, c'est marrant qu'il habite rue des Notaires parce que sa famille est une famille de notaires et d'avocats. C'est des notables. Il ne vit pas, lui, dans un milieu pauvre. Et vous voyez à peu près la maison telle qu'elle pouvait être à l'époque. Ça, c'est une photo un peu plus récente, évidemment, de cet endroit. Alors, le grand-père, déjà, était un notable. Le père est encore plus notable. Il s'appelle François Rollinat. François Rollinat est un grand ami de George Sand. Vous voyez, donc la famille est très proche de George Sand. On le verra en permanence, il s'adresse à George Sand comme à une copine. Ils peuvent lui demander quelque chose. Et déjà, François Rollinat inquiète George Sand, son ami, par ces moments de mélancolie, de tristesse. Il fait des plaidoiries en grande quantité, il est assez brillant, mais il y a des moments, il y a des creux. Et il dit, mais j'en peux plus, enfin, voilà, j'ai plus la pêche. Eh bien, George Sand essaye de lui remonter le moral. Voilà. Alors, on a ici George Sand plus jeune, évidemment, et puis après, on verra que pendant l'existence de Maurice Rollinat, George Sand mourra pratiquement le même mois que son frère, qui se suicidera. Et ça fera un choc, évidemment, pour lui. Ce sera à 15 jours près, en juin 1976, que ça se passera. On continue. Alors, l'enfance de Maurice Rollinat, c'est pas tellement Châteauroux-Centre, parce que là, c'est le boulot, c'est le travail, ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais c'est les vacances d'été dans leur propriété de Bel-Air, à côté de Gargilès, vous voyez, au sud d'Argenton, sur la Creuse. Là, il a de l'espace, dans un petit lieu-dit qui s'appelle Buret. Là, et là, il s'éclate, il est dans la nature. Et son père, il est proche du père, plus que de la mère. La mère est croyante, un peu stricte, et pas très chaleureuse. Voilà. Alors, le père aime beaucoup son fils et il s'inquiète des tendances déjà de son fils de partir un peu dans les nuages, de ne pas être toujours hyper réaliste, d'être un peu tristouné, et d'avoir le goût des pensées vagues. Et alors, pour lutter contre ça, eh bien, il l'emmène dans la nature, et dans la nature, eh bien, il joue les professeurs de sciences naturelles, c'est-à-dire qu'il lui apprend à nommer précisément les objets, les animaux, les plantes, etc.
et pour le cadrer. Il en retiendra d'ailleurs une bonne connaissance de la nature et un grand amour de la nature. Alors vous voyez ici Gargilès à côté, où il y a la maison de George Sand. Ils sont voisins, y compris dans ces lieux. Enfin, là, ce sera la fin de George Sand, son dernier amour avec Alexandre Manceau, le peintre graveur de Gargilès, Dampierre. Voilà, on continue, je vous passe. Alors, ça c'est une petite fantaisie de ma part, si je ne mets pas des fantaisies, je décevrai mon public. Que vient faire ici la Bible et son massacre des innocents? Eh bien, ça me permet d'exprimer une idée d'une façon illustrée que, oui, je relis ça à la Commune. Ça, c'est le Tintoret qui présente. Bon, le massacre des innocents, vous connaissez en gros. Hérode, parce qu'il a entendu dire que quelqu'un viendrait menacer son pouvoir, et ben, il fait tuer tous les mômes de moins de 2 ans, quoi, pour être tranquille après, parce que les prédictions disaient qu'il y a un nouveau-né qui viendrait évidemment le menacer dans son royaume. Et on a une vision, en général, de massacre en plan large. Et là, je relis ça à la Commune. Quand on imagine la Commune et qu'on dit, tiens, il y a 25 000 morts, etc., ça frappe pas beaucoup. C'est comme les accidents de la route, c'est comme les tremblements de terre, c'est comme dirait Omar Sy, les morts en Afrique, quoi. C'est lointain, et puis bon, ça fait paquet. On ne s'apitoie pas beaucoup. Et la suivante, par exemple, qui sera aussi encore un plan large, cette fois de Bruegel, vous voyez, encore une scène du massacre des innocents. Alors évidemment, c'est épouvantable, mais voilà. Et puis tout d'un coup, il y a Nicolas Poussin qui en fait un, c'est le suivant. Et là, vous voyez, là ça m'intéresse parce que on voit l'action. Il représente une action collective par un détail. Et là, on est obligé de voir que concrètement, ça représente quelque chose. C'est à chaque fois un enfant qu'on tue, c'est à chaque fois un vieillard qu'on tue, c'est à chaque fois une pauvre femme qui était cachée dans une cave et puis qu'un soldat breton vient transpercer de sa baïonnette. C'est les témoignages qu'on a pendant la Commune. Et qu'on soit pour ou contre, les écrivains, les artistes, et puis n'importe quel citoyen de cette époque, pendant les 10 ans qui ont suivi, eh bien, ils ont ça en tête. Et ça les hante. George Sand fait celle qui est psychorigide. Elle ne reconnaîtra jamais qu'elle a eu tort de dire qu'il fallait massacrer les communards. Ils menaçaient la République, on les tue, voilà. Zola dit la même chose aussi. C'est du sang qu'on répand de prolétaires parisiens, c'est très sain pour purger la France, comme une saignée médicale. Zola, Et Zola va changer quand même relativement, puisque Zola, lui, ensuite, il va plus s'intéresser au sort des ouvriers, il va réfléchir, et il va même faire un roman Paris, où il va rendre sympathique des gens, des artisans, qui ont le projet de faire sauter, en le minant, etc., le Sacré-Cœur, vous savez, cette construction que les catholiques et le gouvernement de l'ordre a mis sur Montmartre, où a commencé la Commune, pour l'expier, pour dire, on exorcise ce phénomène. Eh bien, qu'ils soient pour ou contre, ces gens-là, à la fin, il y a des gens qui viennent les voir. George Sand a des amis qui étaient communaires et qui disent, mais quand même, toi qui as défendu les ouvriers, les petits, les gamins dans tes champs et tout ça, comment peux-tu concevoir? Elle ne leur dira pas qu'elle change, mais ça la travaille quand même. Ces gens-là ont de la sensibilité, c'est d'un bord à l'autre politique. Et on a parmi les décadents des gens qui sont hantés par cet épisode en permanence. Donc j'y reviendrai là-dessus. Rollinat, je ne dirais pas plus qu'un autre, au moins autant qu'un autre. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans les années qui suivent l'amnistie, 80, on va fonder des clubs de jeunes gens qui sont hantés par la mort. Tiens, c'est surprenant, ils sont hantés par la mort, avec tout le contexte que je viens de dire, et qu'on occulte ailleurs. J'avais apporté des manuels pour prouver ce que je dis.
Alors peut-être que je ne vais pas rentrer dans le détail, chez moi je me suis dit que je vais leur lire ça, puis voilà, le décadentisme, ce que c'est, vous voyez. Par exemple là, sur celui-ci, un Hattier, classique, itinéraire littéraire, voilà, ça c'est la pub. Bon, eh bien, le mouvement décadent n'ont rien sur la défaite de 70 ni sur la commune, quoi. Purement psychologique, des jeunes gens qui ont des attitudes bizarres, un peu des bohèmes. Bon. Voilà. Le Lagarde et Michard, que les gens de notre génération, pour beaucoup, ont connu. Évidemment, il n'y a rien sur Rolina, là non plus. Il y a un mot sur l'école symboliste et les décadents. Vers 1880, plusieurs jeunes poètes vont secouer le joug de la stricte discipline parnassienne. Autrement dit, c'est des gens qui ont une préoccupation littéraire. Le Parnasse, c'est l'art pour l'art, vous savez, José Maria de Heredia, etc. Eh bien, non, on va changer de littérature. Oui, bon, je veux bien. Alors, Verlaine fait connaître Tristan Corbière, vous voyez, c'est très technique. Il y a À rebours de Huysmans, avec le personnage des Esseintes, et puis c'est tout. Puis c'est tout. Voilà, rien sur la commune. Alors, quand je me suis mis à vouloir faire une thèse, le premier auquel j'ai pensé, c'est Henri Mitterrand. Voilà, et il a fait un manuel de littérature, mais ça n'a pas marché parce que il m'a dit, pas de bol, je prends juste ma retraite maintenant. Donc, il ne pouvait plus, donc j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Eh bien, voilà, celui-ci parle quand même, c'est quelqu'un de plus à gauche, voilà. Et il y a Rolina, la page 556, avec un poème qui s'appelle La Chambre, peut-être que je vous le lirai. Et lui, effectivement, il dit où en est la France à la fin du siècle. La France fait à la fin du 19e siècle son véritable apprentissage de la République. Et il dit bien, mais sous ce vernis, parce qu'il y a des choses positives quand même, que de fêlures et de brisures, un sourd mécontentement dans les couches prolétaires. Ah oui, parce qu'on leur faisait miroiter des améliorations qui ne sont pas venues, annonce des débordements révolutionnaires. Et effectivement, on associe, on s'oriente vers des situations mettant les nerfs à vif. Cela explique en partie l'attrait exercé sur ces romanciers par toutes les formes d'engagement individualiste, anarchisme, révolte, mysticisme, exotisme. Dans beaucoup de littérature, on dit que c'est des gens très à droite. Effectivement, il y en avait aussi beaucoup. Mais il n'y a pas que des gens à droite. On pourra compter Henri Barbus, par exemple, qui est dedans. Et puis, je note ceci, la guerre de 70 et les pénibles événements de la commune, voilà, on parle de la commune, là, ont souvent été présentés comme la fin d'un monde, d'une civilisation, chez de nombreux écrivains et artistes qui produisent l'essentiel de leurs œuvres dans les années 1840-1870. Ça commence déjà sous Napoléon III, puisqu'il y avait une grande désillusion des classes populaires, mais après la Commune, alors là, c'est le pompon. Bon, je passe sur le reste. Hommage à Henri Mitterrand, et on arrive là donc aux hydropathes. C'est des jeunes gens qui s'organisent en groupe de poètes qui sont contre l'art officiel. Évidemment, qui se veut raisonnable, bourgeois, etc. Eux, ils veulent mettre un peu la pagaille, ils ne savent pas trop comment, mais il y a beaucoup d'énergie. Ils sont contre la bourgeoisie, évidemment, parce que la bourgeoisie, ils n'ont pas de confiance en elle et dans ses réformes. Ils sont contre la religion parce qu'elle soutient l'ordre ambiant, et d'une façon qu'on n'imagine pas. Il y a une sorte d'exception française, on dit mais comment se fait-il, etc. Il faut voir un peu comment la religion catholique a tenu en France au XIXe siècle et au début du XXe toutes les formes d'émancipation dans le monde du travail et ailleurs. Voilà, alors hydropathe, Maurice Rolina, hydropathe, un mot qui a plusieurs origines. Il y en a qui vont penser à l'hydre, etc., avec ses multiples têtes, dès qu'on les coupe, ça recommence, c'est des gens d'énergie. Non, c'est hydro, c'est l'eau, un peu, c'est le plus fréquent, et pâte, pris comme une maladie, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on boit autre chose que de l'eau. Je ne donne pas l'exemple. Voilà. Oui, suivant. C'est vers cette époque que, vers les Alpes, la région de Lyon, etc., il rencontre une femme, alors que lui, il est très bipolaire, comme on dira, pour le moins.
eh bien, l'apaise et le séduit. C'est Marie Cérulaz. Il va se marier assez vite d'ailleurs. Et ils vont se séparer presque aussi vite, dans l'espace d'un an et demi. Voilà, enfin, mais ils se séparent sans se séparer. Parce que jusqu'à la fin, même à distance, ils auront besoin l'un de l'autre. C'est invivable de vivre avec Maurice Rollinat. C'est invivable de vivre avec Marie Cérulaz, qui aussi a son caractère. Elle a des côtés artistes proches de lui, hein, donc ça se passe bien. Puis en même temps, il y a des choses très différentes. Enfin, il y a aussi la famille. C'est pas une mésalliance, hein, parce que je vous ai dit, c'est des notaires, ils ont les moyens, et Maurice Rollinat le fait remarquer. Et là aussi, c'est des gens qui sont des notables lyonnais. Mais c'est des notables lyonnais. J'ai employé psychorigide pour la mer, un peu comme ça aussi. Donc le Maurice qui, dans les cabarets, se met à vociférer des chansons douteuses, parce qu'il ne chante pas que les grenouilles, les sauterelles, les petites fleurs, etc. Ouais, c'est un peu érotique parfois. Hein, on verra ça. Donc c'est pas très bien vu dans La Belle Famille, quoi. Le côté sensuel de ces textes. Voilà, la suivante, là, on passe un peu vite, là. Voilà, c'est bien. Alors, oui, ensuite, après les hydropathes, les mêmes, pratiquement, font le chat noir. Hein, et puis là, vous reconnaissez Maurice McNab, c'est notre local, chansonnier. Alors, lui aussi, il fait partie de ce mouvement, hein, très... je vois ici, il y a Solange qui est au courant parce qu'on avait fait des spectacles à la Décale en l'honneur de Maurice Rollinat, justement, pour cet îlot. Et puis, voilà, et il y avait un dossier magnifiquement fait, hein, qui était très complet et qui montrait effectivement Maurice McNab. Il n'y a pas que le meeting du Métropolitain, hein, qui est quelque chose de bien. Par exemple, moi j'avais fait ça avec mes élèves en option cinéma, j'aurais fait chanter les fœtus de McNab, par exemple. Bon, il y a prescription maintenant, aucun parent s'est plaint. C'était aussi très morbide. Hein. Dans les bocaux, on voit des fœtus qui sont là, ils sourient, enfin bon, et ils sont tranquilles, à quoi pense-t-il dans les formoles, bon, vous voyez, il y a toute une chanson comme ça qui est assez longue. Et puis il y a le pendu aussi que vous aviez fait interpréter par la compagnie de chansons. Hein, on a trouvé un pendu, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la gendarmerie. Bon, personne ne pense à le dépendre, hein, évidemment. Peut-être qu'il vit encore, mais on fait tellement de mouvements autour pour aller prévenir les autorités et tout ça qu'on ne s'occupe pas du pauvre pendu. Oui, on continue. Alors voilà Maurice Rollinat dans un exercice de vocifération, hein, hystérique, parce que vraiment il avait la pêche, hein, et ça dépotait quand il chantait. Alors il chantait ses compositions, il chantait aussi des poèmes très, très secrets de Baudelaire. Hein. On n'a pas retrouvé son répertoire, donc je serais incapable de vous dire lesquels il a mis en musique et qu'il chantait, mais voilà Maurice Rollinat. Ça plaisait pas du tout à La Belle Famille. Hein, voilà. Mais ça faisait son effet. Des gens comme Oscar Wilde, hein, le poète anglais, hein, eh bien, étaient fascinés par Maurice Rollinat. Hein, Oscar Wilde, par exemple, dit même que c'est les gens de ce courant décadentiste, notamment Huysmans. Hein. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Rollinat, hein, je ne ferai pas semblant, j'ai beaucoup travaillé pour faire les conférences et tout, mais je l'ai quand même rencontré parce que j'ai passé la grecque sur le thème de la décadence. Hein. Depuis l'Empire romain, c'est un thème qui vient de Pétrone, le Satyricon. Hein, et puis, l'auteur que j'avais en priorité, c'est le chef de file hein, du décadentisme, le roman qui est le centre, c'est À rebours de Joris Karl Huysmans. Hein, celui-là qui est véritablement au centre de tout. Et avec son personnage d'Ézécinthe, un personnage très décadent, qui ne fait rien, qui a des pensées morbides, bizarres, etc., et qui choque la bourgeoisie. Voilà. Eh bien,
Maurice Rollinat, dans son répertoire, s'en va vers des excès. Oscar Wilde, a dit que ce roman, je parlais d'Oscar Wilde, l'a inspiré, par exemple, pour le portrait de Dorian Gray. Mais c'est, il dit, si j'avais pas lu À rebours, j'aurais peut-être pas fait le portrait de Dorian Gray. Là aussi, un portrait de Dorian Gray, la beauté qui tout d'un coup devient décrépitude, le tableau qui s'inverse, le côté fantastique, macabre, etc. C'est du Rollinat, enfin c'est de tous ces gens-là. Et c'est du post-commune. Il y en a d'autres aussi qui se passionnent pour Rollinat. Victor Hugo, par exemple, l'invite à sa table. Et il trouve que vraiment ce Rollinat a des qualités. Et puis il y a un certain Barbé d'Aurevilly, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le prince des critiques de l'époque, qui fait la pluie et le beau temps à Paris. Alors c'est quelqu'un qui a commencé par être républicain-démocrate et qui ensuite deviendra très monarchiste, calotin, enfin il évoluera dans ce sens-là. Mais il sera plus gênant pour le pouvoir de l'ordre quand il sera pilier d'église et de sacristie qu'avant. Parce qu'il est tellement dérangeant avec ses pensées bizarres, macabres et puis tout ça, que les gens ne supportent pas qu'il fasse partie de leur camp, puis qu'il se comporte comme ça. Donc voilà, c'est quelqu'un de subversif. Eh bien en 84, dans ce feuilleton du Constitutionnel, il répète pour Huysmans ce qu'il avait dit de Baudelaire, et ça résume bien aussi ce qu'on pourrait appliquer, je ne sais pas s'il l'a appliqué à Maurice Rollinat, il l'a appliqué à peu près à tous les décadentistes, mais en tout cas, il l'a appliqué à Huysmans. Il a dit que des volumes tels que Les Fleurs du Mal et À rebours conduisaient leurs auteurs au suicide ou les précipitaient au pied du crucifix. Soit on va se tuer, soit on va s'enterrer dans un couvent. Bref, l'avenir c'est la mort, d'une certaine façon, ou l'enlisement. Et effectivement, quand j'ai lu ça dans la préface, évidemment d'À rebours, j'ai pensé à Rollinat. Voilà, on peut... Alors, j'avais dit 83, les névroses. Avant, il y a Dans les brandes. Les brandes, c'est une vieille racine de l'ancien français qui veut dire brûler. Les brandes, parce que ça servait beaucoup à l'écobuage. Alors, ça désigne aussi en patois, après, les bruyères. Les brandes, c'est les champs de bruyère. On servait beaucoup des bruyères pour mettre le feu comme ça dans les champs. Puis ça brûlait très bien, les bruyères. Donc, l'association avec le feu est immédiate. Mais enfin bon, dans les brandes, pas de succès. Ça le déçoit, c'est trop régionaliste peut-être. Bon, ceci dit, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout là. Dans les brandes, je vais faire preuve tester ta souplesse. Je suis jamais très confortable quand il y a quelqu'un qui... Alors tu vas aller dans les vidéos 1. Et en l'honneur de la dame, tu vas lui rappeler la biche, parce que c'est dans les brandes. Non, je dis des bêtises, d'ailleurs, la biche est dans les névroses. C'est l'inspiration des petits animaux et à côté des papillons. La biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux. Son petit faon délicieux a disparu dans la nuit brune. Pour raconter son infortune à la forêt de ses aïeux, la biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux. Mais aucune réponse, aucune, à ces longs appels anxieux. Et le cou tendu vers les cieux, folle d'amour et de rancune, la biche brame au clair de lune. Bien, la biche, c'est un beau thème, Bambi, tout ça, Walt Disney, mais voilà, donc il y en a qui connaissent, ils avaient oublié que c'était Rollinat. C'est peut-être le seul poème qui se développe comme ça couramment, parce que pour les petits, la biche est sympa. Après, on va voir Walt Disney au cinéma, où la maman meurt aussi. Mais là, c'est la mère qui pleure son enfant. Déjà, le thème de la mort, c'est toujours un peu présent chez Rollinat. Par exemple, c'est peut-être un peu long, mais bon, si on voyait les papillons,
Alors c'est dit par un monsieur, il y a plein de trucs comme ça sur YouTube, où vous avez un monsieur qui a pris une tenue avec son chapeau pour être sombre, avec une voix très, très grave, et qui vous interprète du Rollina d'une façon macabre. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le son un peu plus fort quelque part? Parce que là, le public a été très sage, mais là, tu es au maximum. C'est bon, oui, on peut y aller. Alors, vous avez le texte. Les papillons, ils sortent radieux et doux des limbes de la chrysalide et frôlent dans les chemins hauts, les ronces, les buis et les houes, pour voir les vieux murs pleins de trous et que la mousse consolide. Ils sortent radieux et doux des limbes de la chrysalide. Par eux, les buveurs de parfum, toutes les fleurs sont respirées. Ils vont des coteries défunts aux nénuphars des étangs bruns. Et par eux, les chers importuns des solitudes éplorées. Par eux, les buveurs de parfum, toutes les fleurs sont respirées. Rouge, gris, noir, jaunes et blancs, lamés d'azur, teintés de rose. Ils rasent, gais et nonchalants, la touffe d'herbe au bout tremblant. Et par les midis accablants, ils voyagent dans l'air morose. Rouge, gris, noir, jaunes et blancs, lamés d'azur, teintés de rose. Ils sont portés par le vent lourd, ainsi que la feuille par l'onde. Au-dessus du ruisseau qui court, leur vol est somnolent et court. Seuls, dans le gravitement sourd de la campagne verte et blonde, ils sont portés par le vent lourd, ainsi que la feuille par l'onde. Sur les fougères des grands prés et les genêts aux gousses noires, sur les coquelicots pourprés, ils frémissent tous effarés. Et l'on voit leur tondis après, éblouissant comme des moires, sur les fougères des grands prés et les genêts aux gousses noires. Les papillons perdent un peu de la poussière de leurs ailes, dans le bonjour et dans l'adieu, qu'ils murmurent au chardon bleu. Et, maintes fois, dans plus d'un jeu, avec leurs sœurs, les demoiselles, les papillons perdent un peu de la poussière de leurs ailes. Sur la croûte où le lézard vert glisse avec un frisson d'étoiles, il s'arrête sous le ciel clair, au milieu d'un calice ouvert. Leurs ailes bien jointes ont l'air d'une toute petite voile. Sur la côte où le lézard vert glisse avec un frisson d'étoiles. La pâquerette ou le bleuet les prend pour des fleurs envolées, et l'oiseau, d'un œil inquiet, les suit sur son rameau fluet. Joli rôdeur au vol muet, quand il passe dans les vallées, la pâquerette ou le bleuet les prend pour des fleurs envolées. Le pan de jour sur le zéphyr sème des pierres précieuses. Corail, topaz et saphir, sur la rose il vient se soupir. Sa vue arrête le soupir et rend les prunelles joyeuses. Le pan de jour sur le zéphyr sème des pierres précieuses. Soudain, le sphinx tête de mort passe et dit: tu seras cadavre. On a dompté l'ennui qui mord, on est à l'abri du remords. Et libre, nonchalant et fort, on s'en va sans rien qui nous navre. Soudain, le sphinx tête de mort passe et dit: tu seras cadavre. Ouais, c'est typique de Rollina, hein. Ça commence par les petites fleurs, les papillons, c'est joli, c'est bleu, c'est blanc, ça saute partout, et puis c'est en détail. Et on voit la précision des descriptions, parce que ça dure, ces poèmes. Et puis à la fin, la chute, hein. Le sphinx, tête de mort, évidemment, il ne peut pas le rater, qui devient la vedette de tout, et puis qui vous donne la leçon, la morale, comme dans une fable de La Fontaine, bah tu seras cadavre. Voilà, ça refroidit tout de suite, si vous voulez. Hein. Voilà,
Ça, c'est du Maurice Rollinat. On reprend les photos en souplesse, où on en était resté, les névroses. Voilà, très bien. Je vais essayer de te mettre en difficulté pour voir quand tu vas te rater. Voilà. Donc, on voit bien les différentes ici, les différentes sections des névroses. Les âmes. Il y a un côté baudelairien. On sent un spleen idéal un peu derrière. Baudelaire est le grand modèle. Les luxures. N'oubliez pas qu'il y a des pièces de Baudelaire qui ont été censurées jusqu'en... Et puis Baudelaire a été normalement condamné et interdit jusqu'en 1949. Voilà. Il a été condamné par un tribunal, par le procureur Pinard en plus. Voilà. Les refuges, les spectres, vous voyez bien, on ne serait pas dans le Berry s'il n'y avait pas des fantômes, des spectres, des choses comme ça, et les ténèbres. Alors évidemment, je vous laisse deviner ce qui a déplu à la famille lyonnaise. Allez, non, quand même, là, c'est pas possible ce recueil. Et au moins, il faut en retirer une section, laquelle ? Les luxures, bien entendu, voilà. Il y a trop d'érotisme là-dedans. Avec un portrait de l'auteur, le beau portrait qu'on avait tout à l'heure, c'est Desmoulins qui l'a fait, c'est là. Et puis, vous avez évidemment l'épigraphe ici, qui est très du Rollinat. Putredini dixi, pater meus mater mea et soror mea, verbibus. Et c'est tiré, paraît-il, en latin du livre de Job. Encore une fois, référence biblique. Voilà, c'est-à-dire, j'ai dit à la pourriture, tu es mon père, ouais, on ne va pas dans le détail, et j'ai dit au ver, verbibus, tu es ma mère et ma sœur. Voilà. Donc, il est le fils de la pourriture et il est le frère des vers, et puis le fils aussi des vers, voilà, les vers évidemment, des tombeaux, des cadavres, etc. Voilà, on continue. Alors voilà, c'est ce poème-là qui est signé Dumoulin. Voilà, on continue. Alors, là oui, c'est Barbé d'Aurevilly, je vous en ai parlé tout à l'heure, il fallait peut-être que je vous le montre. Donc c'est lui, le prince des critiques, qui fait un éloge. Il n'y a pas que lui. Alors celui qui fait un éloge aussi, c'est le critique du Figaro, qui avait une immense influence et qui est tombé sous le charme, bizarrement, de ce personnage berrichon, Rollinat, qui l'a épaté. Alors, c'est un succès, les névroses. C'est un succès. Là, il a une notoriété, tous les articles, Victor Hugo aussi, je ne sais pas si j'ai mis Victor Hugo après, tu peux regarder. Voilà, Victor Hugo qui l'invite, enfin, c'est pas rien. Mais, vous savez, quand on a du succès, ça crée aussi des jaloux. Parce qu'il y en a d'autres autour qui étaient en train d'avoir leur gloire montante et qui se disent, là, on a un concurrent qui commence à nous casser un peu les pieds, quoi. Et parmi les jaloux, il y a Verlaine. Et Verlaine écrit une brochure assassine, en le traitant de Baudelaire, tricheur, contre Maurice Rollinat. Voilà Verlaine, sympa au moment de la Commune, quand même, mais pas trop sympa après. On continue. Alors, ça, c'est le bouquin de À rebours, c'est une autre, je vous en ai présenté un. Voilà, c'est celui-là qui est chef de file, c'est un an après les névroses, on continue. Et là, eh bien, voilà, c'est le dernier repère géographique et dernier refuge. Problème avec sa femme, j'ai dit, et c'est plus vivable, quoi. Plus vivable parce qu'elle a des sautes d'humeur, et puis la femme est stricte sur certains points, parce que chacun a son point de vue. Si vous écoutez Rollinat, c'est elle, si vous écoutez elle, c'est lui, quoi. Le fait est aussi que le côté sensuel, il déborde du couple, parfois. C'est pas tellement un dragueur, Rollinat, c'est pas un homme à femme comme ça, mais quand on le séduit, il lutte pas beaucoup. Et ça déplaît à Marie. Voilà. Et puis, il est très attiré aussi par les paysannes qui ont des seins qui remplissent bien les blouses. Enfin, voilà, ça, il est fasciné dans sa poésie. Les seins occupent une grande place. D'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Les seins et qui est très long et voilà, qui montre le côté fasciné de Rollinat
pour ses glandes mammaires féminines, comme disent les naturalistes. Voilà, donc il va se réfugier à partir de là à Freslin. Freslin, vous voyez, Argenton est là-bas, Gargilès, vous voyez, on descend un peu plus bas, on se rapproche de la région de Crozant, hein, le pays des peintres, là, évidemment. Et là, il y va avec, c'est le confluent de la Creuse avec la Petite Creuse, hein, et c'est un endroit magnifique. Il y va avec une actrice qui s'appelle Cécile Poître. C'est pas terrible pour une actrice, alors elle s'appelle Cécile de Gournay, hein, un nom de scène, la voilà. Pas de suspense, hein, elle va mourir en 1903, vous voyez, là je ne peux pas le cacher, un portrait d'elle. Et voilà, on signale qu'elle pourrait bien être morte de la rage d'un des chiens de la maison. Hein. En tout cas, il y a un chien qui l'a mordu. Tout le monde a paniqué, à commencer par Maurice Rollinat, qui lui voyait tout de suite la mort partout. C'était peut-être pas si. Elle a été voir des médecins qui ont dit il n'y a rien. Et puis après, elle a été en voir un autre sur le conseil de Rollinat. Et aussitôt après avoir vu ce médecin, alors je ne sais pas si c'est la rage du médecin, mais il est mort. Voilà. Donc, l'Institut Pasteur, il n'en est pas vraiment revenu. On continue. Alors voilà Rollinat de cette période, on peut passer, oui. Alors, il y en a une autre avant, je crois, où j'ai manqué quelque chose, enfin peu importe. Hein. Voilà, c'est à la Pouge, c'est sa dernière demeure. Hein, au début, il était un peu plus au nord du village, et là, il s'est mis vers la sortie, hein, un peu au sud, où il y a l'espace de Rollinat maintenant à Freslin, que je vous présenterai tout ça. Hein. Voilà le Rollinat, il a l'air de porter toute la misère sur le monde. Là, c'est. Alors, ici, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur Freslin. D'abord, il reçoit Monet. Hein, on compte qu'en 1889, hein, Monet fait là-bas 23 toiles. Ça l'inspire beaucoup, ce coin. C'est magnifique. Et des toiles majeures, 23. Il y en a qui disent 24, hein, ça dépend. Il y en a une qu'on compte en plus parfois. Mais Monet ne revient pas. Pourtant, Rollinat l'accueille, quoi. Mais enfin, la vie avec Rollinat, c'est dépressif, quoi. Donc, il ne revient plus 50 fois. Voilà, c'est fini, on est au bout? Non, pas tout à fait. Après, il y a les masques qui ont été faits et toutes les représentations de Rollinat. Alors là, on va passer très vite là-dessus. Hein. Voilà les dessins faits d'après le masque mortuaire. Et puis la signature, Maurice Rollinat. Vous l'avez. Alors maintenant, on va peut-être revenir sur d'autres éléments pour compléter. Alors, dans quoi? Eh bien, moi j'aimerais bien, il y a une brave dame, enfin une brave dame, je la prends avec cet auteur, une passionnée de Rollinat qui a fait une petite vidéo qui résume un peu la vie et puis qui vous donne un poème en plus. Alors, j'aimerais l'écouter. Et Rollinat, c'est fan quand même. Hein. Il a une belle présence sur le net. Et il y a des blogs à lui consacrés. Ah, il y a des amis de Maurice Rollinat aussi, hein, à Châteauroux, qui font un travail remarquable et pour lesquels je dois beaucoup. Voilà, tu vas dans les vidéos alors. Hein. Et les vidéos numéro... qu'est-ce que j'ai dit là? Il y a plein de trucs. Voilà la biographie, là, tu vois ici. La biographie, on va passer ça. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau format, le mercredi en poésie, avec d'abord une petite biographie du poète que je vais vous lire, et ensuite ses vers, choisis pour vous. Aujourd'hui je vais vous lire un poème d'un poète qui s'appelle Maurice Rollinat, né à Châteauroux, dans l'Indre, le 29 décembre 1846, et mort le 26 octobre 1903. Son père, François Rollinat, fut un grand ami de George Sand. Issu d'un milieu cultivé, Rollinat se met très tôt au piano, pour lequel il semble avoir de grandes facilités. Dans les années 1870, il écrit ses premiers poèmes. Il les fait lire à George Sand, qui l'encourage à tenter sa chance à Paris. Il y publie son premier recueil, qui ne connaît aucun succès. Il rejoint alors le groupe des Hydropathes, où se rassemblent de jeunes poètes décadents, se voulant anticléricaux, antipolitiques et anti-bourgeois.
Plusieurs soirs par semaine, la salle du Chat Noir, célèbre cabaret parisien, se remplit pour laisser place à l'impressionnant Rollina. Seul au piano, le jeune poète exécute ses poèmes en musique. Il imite aussi en musique les poèmes de Baudelaire, auxquels il est souvent comparé. Son visage blême, qui inspira de nombreux peintres, et son aspect névralgique exercent une formidable emprise sur les spectateurs. De nombreuses personnes s'évanouissent, parmi lesquelles notamment le comte de Lille et Oscar Wilde. Ces textes, allant du pastoral au macabre en passant par le fantastique, valent à Rollina une brève consécration en 1883. Certains voient en lui un génie, d'autres, comme Verlaine, doutent de sa sincérité poétique. Cependant, nous savons que Rollina fut toute sa vie très tourmentée et que ses névralgies ne l'épargnèrent guère. Alors que sa compagne, l'actrice Cécile Pouètre, meurt de la rage, Rollina tente plusieurs fois de se suicider. Malade, probablement d'un cancer, le poète est transporté à la clinique où il s'éteint en octobre 1903 à l'âge de 57 ans. Il en était venu à être oublié de ses contemporains. Un de ses premiers biographes rapporte que lors de l'enterrement, quelqu'un demanda à un vieux berrichon qui était celui qu'on enterrait, et le vieux répondit « un fameux pêcheur à la ligne ». Aujourd'hui, je vous propose un poème de Maurice Rollina sur le thème de la nature, cette magie de la nature, sonnet, 1899. Béant, je regardais du seuil d'une chaumière de grands sites muets, mobiles et changeants, qui, sous de frais glacis d'ambre, d'or et d'argent, vivaient un infini d'espace et de lumière. C'étaient des fleuves blancs, des montagnes mystiques, des rocs pâmés de gloire et de solennité, des chaos engendrant de leur obscurité des éblouissements de forêts élastiques. Je contemplais, noyé d'extase, oubliant tout, lorsqu'ainsi qu'une rose énorme, tout à coup, la lune, y surgissant, fleurit ses paysages. Un tel charme à ce point m'avait donc captivé, que j'avais bu des yeux, comme un aspect rêvé, la simple vision du ciel et des nuages. Maurice Rollina, Magie de la nature. Voilà, il a trouvé un poème qui n'était pas glauque, qui était gentil. Il y en a quand même quelques-uns ici. Ouais, puisqu'on est à Freslin, tiens, dans les brandes avant, il y avait des choses comme ça. Le soliloque d'un menuisier, par exemple, c'est très court. Encore un clou, plus qu'un, et ma besogne est faite. Je m'en doutais, c'est drôle, et sans être prophète, je m'étais toujours dit, ce riche mourra tôt. Je n'ai pas épargné les bons coups de marteau, et je puis me vanter que sa bière est parfaite. J'ai vu sa face, elle est horrible et stupéfaite. Il sera mort sans doute au milieu d'une fête. Cousons fortement son affreux paletot, encore un clou. C'est le sort, chacun meurt, en bas et sur le fait. Tous les vainqueurs du monde ont chez moi leur défaite. Hélas, j'aurai mon tour. Un confrère bientôt peut s'écrier, penché sur mon dernier manteau, sa bière dans 20 ans ne sera pas défaite. Encore un clou. Voilà. Et puis le côté, dans les brandes aussi, là, un peu polisson, enfin là c'est gentillet quand même, je ménage mon public, il y a pire. La jarretière, vous voyez, c'est très libertin 18e ça. Cette vipère de buisson, d'une grosseur surnaturelle, jarretierait la pastourelle, néologisme, jarretierait, qui donnait un jour de moisson. Au froid de ce vivant glaçon, elle ouvrit l'œil et vit sur elle cette vipère de buisson d'une grosseur surnaturelle. Comment oublier la façon dont la mignonne enfant si frêle, pâle, du bout de son ombrelle, désenroula sans un frisson cette vipère de buisson. Vous voyez, le côté attiré de... Alors,
dans Paysages et paysans, qui est après dans Freslin, là, je ne vais peut-être pas tout dire, mais c'est un éloge de la volupté sans crainte, quoi. Pourquoi ce serait un péché, hein. Et c'est une grand-mère qui fait la leçon à une jeune fille qui s'inquiète parce qu'elle a des penchants qu'elle trouve un peu excessifs pour les garçons. Et le curé n'est pas d'accord, donc elle se demande ce qu'elle pourrait lui donner comme conseil. La belle fille blanche et rousse, de la sorte au long du buisson, entretient la mère Lison à voix mélancolique et douce. Moi, quand laquelle sont à mésir les filles, ben toutes les gars, et je tiens à vous exposer mon cas, et c'est sans honte que je vais vous le dire. Parce que vous avez l'humeur ronde, et que rapportant sans venin ni fiel, toutes les affaires au naturel, vous les jugez au rebours du monde. Toute petite, j'étais amoureux, j'étais déjà folle d'embrasser, et mes 16 ans venaient de recommencer, que je m'ai sentie d'être langoureuse. Avec le sentiment qui me glace, mon désir n'a pas d'unisson. Et je ne peux pas connaître un garçon sans y demander qu'on s'entrelace. Tous me jettent la pierre et me réprouvent. Ils disent que je fais des commerces maudits. Pourtant, je crois dans le paradis quand le plaisir me cherche et qu'il me trouve. Je suis franche de chair comme de pensée. Et je livre ma conscience avec mon corps. Voilà pourquoi je n'ai jamais de remords après que ma folie est passée. Eh bien, vous qui êtes bonne, sans traîtrise, mère Lison, vous qui êtes sans défaut, dites à votre idée, est-ce qu'il faut que je me repente et que je me méprise? La vieille, ainsi, dans la droiture de son sens expérimenté, d'après la loi d'éternité, la juge au nom de la nature. Je vois pas que ton cas m'embarrasse, ma fille. T'as le corps obéissant au conseil libertin de ton sang, qu'est une hésitation de ta race. C'est pas de vice, ni la fantaisie qui te pousse à l'homme, c'est ton destin. Et je blâme pas ta paillardise d'instinct, parce qu'elle est sans hypocrisie. Ceux qui t'appellent traînée infâme, en vérité, n'ont pas raison. Elle sort amie comme dans les saisons, du chaud ou du froid dans les femmes. Toutes ceux, belles morales qu'on leur flanque, elle les écoute sous condition. Celles qui ne courent pas, c'est l'occasion ou la force du sang qui leur manque. Et d'ailleurs, conclut la commère, quelque bonjour, t'auras des champis. Si t'en fais pas, ce sera tant pis. Tu changerais d'amour, étant mère. Voilà, il faut profiter quand on est jeune. Après, quand on est une mère de famille, on peut bien se ranger. Alors, ça me fait penser que là, on est passé dans le côté un peu berrichon quand même, hein, mais littéraire. Hein. C'est comme George Sand. Hein. Il y a du berrichon, mais attendez, c'est une littératrice de haut vol. Alors, je voudrais qu'on passe les photos de Vierzon, là, qui doivent être au début du fichier. Pour faire voir qu'ici, dans l'espace Maurice Rollinat à Vierzon, on fait des choses pour Rollinat, hein, et qu'ailleurs on ne le fait pas, quoi. Enfin, on va se glorifier. Vierzon, vas-y voir. Voilà, hein, quand Régis n'était pas là. Voilà. Et que ça tournait quand même, la boîte. Voilà, pour l'instant, il n'y a personne, mais ça va venir. Hein. Vas-y. Alors, il y avait Michel Pinglot, hein, qui m'assistait, que j'ai utilisé d'ailleurs. Vas-y, voilà, et bon, vous voyez, on s'est partagé les textes, continue. Alors, gloire à la dame qui était à la manœuvre, là. Hein, vous voyez, donc, voilà, on voit bien, hein, il y en a qui étaient là déjà, hein, continue. Oui, hein, on passe un peu vite, j'avais voilà les papillons, hein, que j'avais déjà passés, on continue aussi. Et puis là j'ai fait venir Michel Pinglot, voilà, on continue. C'est peut-être fini d'ailleurs. C'est fini là pour... Voilà. Eh bien, on va prendre, parce que j'avais filmé aussi avec mon téléphone, hein, comme j'ai pu. Tout en faisant ça, je vais installer une caméra. Et j'aimerais que tu ailles dans les vidéos trouver l'enjôleur. Michel Pinglot, lui, aurait bien plutôt mis ça, l'enjôleux, hein, encore plus patoisant. Dans les vidéos, il doit y avoir l'enjôleur, ça doit être les vidéos 2. Je te donne un indice, hein, tu devrais trouver. Voilà. L'enjôleur. Loin des oreilles importunes, le gars mangeant avec le vieux, d'un ton fier et malicieux,
lui compte ses bonnes fortunes, de quelle sorte il fait sa cour et ce qu'il pense de l'amour. Oui, j'ai toutes les filles, mon père Georges, n'importe laquelle, quand je la veux bien, l'ignorante, l'instruite, celle qui se tient comme le dévote qui vit ses époques. Que ce soit le cœur ou le diable qui s'en mêle, l'amour comme la mer, la mort prend chacun. Si deux corps ne devaient pas en faire qu'un, il n'y aurait pas de mort des femelles. Qu'on te le sent, si veut qu'on s'unisse, tous les plus bonnes raisons à la main. Il mène le gars comme un taurin et la pucelle comme une génisse. Il n'y en a pas une qui ne rêve d'un homme, d'un qu'elle ne connaît pas mais qu'elle sent. Pas une qui ne s'endorme ni pensant et qui n'y repense après son sommeil. Les difficiles sont celles qui se parlent, dansent entre elles, se distraient des garçons, mais les accueillent avec des chansons comme avec des rires, ils s'en séparent. Ouais, mais au son de la cornemuse, je batifole à leur volonté et je mets tant leur mine en gaieté que je finis par la rendre confuse. Ensuite, pucelle, vive l'eau dormante, la courante n'a pas le temps de songer, tandis que l'autre, sans se défiger, ça ne pense qu'au mal qui la tourmente. Elle désire amoureuse et mijote, quoiqu'elle n'en desserre pas les dents. On verrait dessus ce qu'elle pense en dedans. C'est pour ça que si ben casse-cachotte. C'est long, c'est moins ou davantage, mais toute fille, son sexe la tient, l'amour y dort. Un garçon vient qui l'éveille à son avantage. C'est ce que je fais. Elles ont beau se défendre. Ouais, j'ai la nature dans mon jeu. Je gratte la cendre et je découvre le feu. Seulement, faut savoir s'y prendre. Faut choisir son jour et son heure, la saison, l'endroit, pour se presser. Ça dépend. Il y en a qu'il faut forcer. Ces fois-là sont peut-être les meilleures. À la façon de trousser sa jupe, d'arranger ses cheveux sur le bonnet, à la marche surtout, on reconnaît et le temps qu'on mettra pour faire une dupe. Là, passe encore, et ça se finit comme ça. Et le bon vieux dit, une grosse bain, quoique ça peut être de la venterie. Moi non plus, pour la galanterie. À ton âge, j'étais pas lambin. Oh, si vrai, tous deux ont des choses, tu t'amuseras jamais, plus jeune. Ta folie, est-ce que fut la mienne? Tu brûles. Mais, glaçon, tu deviendras. Crois-moi, prends-en le plus que tu pourras. Ça te passera avant que ça me vienne. Voilà, c'était un moment ici, une improvisation, hein, parce qu'il n'était pas au courant que j'allais lui faire lire le texte. J'en ai bien sorti à l'habitude, hein, je le connais. Voilà, Michel Paglou. Et on voit que c'est parallèle au conseil de la vieille avec la fille. Hein. La morale revient un peu dans le même sens, hein, la nature, et puis à la fin quand même l'idée qu'on devient glaçon, hein, malgré tout, ici. Bon, on va peut-être visiter Freslin alors, maintenant, après avoir visité Vierzon tout à l'heure. Tu dois avoir un fichier Freslin, je vais vous emmener là, parce que j'étais sur place hein, pour voir l'espace Maurice Rollinat, on va voir ce qu'ils font là-bas. Ils ont aussi un lieu culturel, comme ça, c'est l'espace Monet Rollinat là-bas. Nous avons le seul espace purement Rollinat. Là-bas, c'est Monet Rollinat. Alors voilà, alors ça c'est ils sont tous les deux moustachus, hein, c'est Maurice Rollinat avec le peintre Alluot.
Alors le peintre Alou avait une vingtaine d'années de moins que Maurice Rollinat, donc vous devinez tout de suite qui est Rollinat, qui est l'autre. C'était des amis, ils recevaient des peintres là-bas. On va voir de ses œuvres d'ailleurs. Voilà, tu continues. Voilà un portrait de la maison de Rollinat telle qu'elle était à l'époque. Vous voyez la mare aux grenouilles. Hein, il a fait un poème sur... il adorait aller au bord des endroits où les grenouilles chantaient. Mais il y a des souvenirs aussi, il y a des témoignages de 1971. Donc 1971, il est mort en 1903. On a interviewé des gens de Freslin. Donc vous voyez que quand ils avaient 70 ans, évidemment c'est un peu jeune, mais bon, les personnes de 80 ans ou de 90 ans avaient encore des souvenirs de Monsieur Rollinat. Peut-être que je vous ferai entendre la voix des paysans de là-bas qui se souviennent de Rollinat si on a le temps. Donc la maison était comme ça. Ils aimaient aussi les grenouilles de Rollinat. Nous, on pourrait croire, les Parisiens qui arrivent, dès qu'il y a des grenouilles, ils veulent fermer tout. Là-bas, au contraire, ils adoraient ça. Et quand on a fini par boucher la mare, ils étaient tous tristes. Voilà, on continue. Ben voilà, c'est la légende qui est en dessous. Voilà. Et il y a le petit texte de Maurice Rollinat sur sa maison de là-bas de Freslin. Ma maisonnette montre aux horizons tranquilles ses volets verts, ses clairs carreaux extasiés, le lierre et le moussu de sa toiture en tuiles, et ses murs lumineux, tout fleuris de rosiers. Voilà. Poésie sympathique. Voilà, on continue. La voilà, hein, la photographie, enfin c'est ma femme, hein, qui prend les photos, parfois sans que j'en sois trop averti, elle me les balance juste avant. Donc on peut s'attendre au pire. J'en ai vu quelques-unes qui n'étaient pas trop à mon avantage et que j'ai supprimées. J'espère que j'en ai pas laissé de trop compromettantes. Vous êtes témoin, hein, tu y étais. Bon, on continue, voilà, maison de Rollinat, hein, comme si vous étiez, c'est sympa, hein, cette maison, voilà. Alors elle aime bien les fleurs, voilà, ben, j'étais comme ça. Oui, il y a pire. Ça, elle m'a demandé de prendre une pause un peu pin-up, j'ai fait ce que j'ai pu. Pas génial, voilà. Mais... Alors, il y a une plaque à Maurice Rollinat, ici vécu de 1884 à 1903, poète, écrivain, philosophe, ah aussi, pourquoi pas. Voilà. Alors, je fais semblant de rentrer, mais je ne suis pas rentré, on ne peut pas, c'est une propriété privée. Voilà. Donc, ceux qui connaissent ma femme, c'est qu'elle aime les fleurs. Voilà. Donc, ça c'est le chemin, c'est vraiment aux abords du village. Hein, le mur se continue dans ce petit chemin bucolique. Là, il était tranquille. Voilà. Ok. Voilà, il y a des champs, des vaches, hein, c'est très beau, oui. Dans les pas de monnaie, alors là, c'est l'espace Monnaie Rollinat, c'est un des panneaux. On voit bien les confluents de la Creuse et de la Petite Creuse, Freslin, où c'est installé. Et Maurice Rollinat, avec son père, avait l'habitude de pêcher, hein, il adorait ça, et il continuait là-bas. Donc c'est vrai que les gens du coin, parfois, ne savaient même pas qu'il était écrivain, mais qu'il était un bon pêcheur. On a des témoignages. Comment ? Je dis à la fin, quand on a parlé de Maurice Rollinat, ils ont dit c'est un bon pêcheur. Voilà, c'est ça, c'est un journaliste qui était venu pour demander aux gars du coin qui c'est qu'on enterre, hein, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour mon papier, quoi. Et l'autre a dit, ouais, je le connais, c'est un fameux pêcheur. Voilà, c'est ça. Ouais, alors voilà Freslin, donc on voit bien Maurice Rollinat qui est quand même, et puis Fernand Maillot, hein, qui a fait un portrait de Rollinat aussi dans Freslin. Fernand Maillot que connaissait la dernière fois Xavier, hein, voilà, qui nous en a parlé. Donc voilà, Fernand Maillot qui fait ce portrait qui est là-bas. On peut peut-être lire un tout petit peu, là, instigataire de l'avenue de Claude Monet, ouais. Il n'a pas tiré longtemps, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est un homme qui a renoncé aux gloires parisiennes. Enfin, les gloires parisiennes l'ont aussi chassé, mais enfin c'est vrai aussi, hein. On dit beaucoup dans l'histoire de la littérature que les écrivains ne l'ont pas hyper accueilli, mais en fait, quand on creuse, c'est plutôt Rollinat qui n'a pas souhaité être dans ces groupes parisiens. Il n'était pas très vivable de ce point de vue-là, pas très sociable avec eux. Voilà des images, hein, on voit... alors ça, c'est le bâtiment du musée, hein, de l'espace... Rollinat, vas-y, oui. Alors le confluent des deux creuses, hein,
C'est ça l'espace qui a attiré les peintres de l'école de Crozant. Il y a un petit sentier, le sentier Claude Monet, qui descend et qui monte aussi après. Il faut le faire. C'est un peu sportif, enfin pas trop. Voilà, vous voyez, c'est E et mer, espace Monet-Rollinat. Vous avez les ouvertures, bon ça c'est pas hyper intéressant, voilà. C'est leur logo à eux. Notre plaque est bien plus belle. Voilà. Oui, allez, on y va. Voilà ce qu'on voit. Alors, ça, c'est la maison. Et devant la maison, il y a un petit square avec un buste de Rollinat. Square Maurice Rollinat. Ils font le job quand même. Voilà. Bon, si vous y allez, ça vaut le coup. D'ailleurs, là-bas, ma femme était à une expo photo dans le coin. Et puis, alors voilà Eugène Albo, dont je parlais tout à l'heure, qu'on a vu avec Rollinat devant la maison. Il a peint des soldats de la guerre de 14. Eh bien, moi j'attendais dans la voiture, je ne voulais pas aller dans l'expo photo, je lisais. Et puis la dame du coin a entendu ma femme qui disait « Mais si, il va s'intéresser à Rollinat », elle est venue me trouver pour me demander de faire une conférence dans leur coin là-bas. Alors comme il y avait le Covid et tout, ça a été un peu repoussé, je devrais peut-être les relancer pour en faire une. Faire une conférence Rollinat aussi à Freslin. On va faire un pont entre Vierzon et Freslin. Voilà l'église, et devant l'église, il y a aussi un hommage à Maurice Rollinat. Il y a un haut-relief de Rodin, qui a fait Rollinat, le poète et sa muse. On va le voir. Freslin, ma maisonnette, c'est un peu ce qu'on a tout à l'heure sur une carte postale. Voilà. Là, on continue. Bon, les toits, d'accord. Oui, c'est un pays de... Vous voyez, la présence de Monet est magnifique. Photographiez-vous à côté de Monet, par exemple. Voilà, voilà. Et puis, oh là, tu vas un peu vite, là, sur ce... Voilà le buste de Monet, oui. C'est bon, oh oui. Alors là, on va le lire. Buste de Claude Monet, en dehors de ses toiles à Freslin. Voilà, oui. D'accord. En 2020. Maurice Rollinat, voilà le... C'est pas hyper visible, enfin c'est le poète et sa muse. Voilà. Un relief d'Auguste Rodin en 1906. Voilà. Avec des fleurs, alors oui, ça d'accord, je me doutais. Ouais, très bien. C'est très beau les fleurs. Oui, voilà, donc c'est la région où il était, je pense que c'est fini maintenant ou presque. Alors ça oui, c'est quand même les tableaux des peintres, Eugène Albo dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est la dernière, non? Ok. Bon, ben, on va... quelle heure il est là? Parce qu'il faut quand même que je tienne pour pouvoir vous libérer pour ceux qui veulent aller au cinéma. Et j'irai aussi. Mais bon, ça va, il voit le quart. Si je vous libère un tout petit peu avant 8 heures, c'est bon? Non? Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Un témoignage dont j'ai... Ah oui, quand même, si. Alors, je ne peux pas vous laisser partir sans ça, sinon je ne m'appelle pas Fabière. Dans les vidéos, je veux le témoignage où le biographe qui a fait sa thèse sur Rollinat, le fantastique, etc., parle de la commune quand même un petit peu. Voilà, son père, son frère et la commune, ici. Voilà, tu me fais entendre ça. L'image ne bouge pas, c'est toujours la même. Je crois que très tôt, il y a eu chez lui une tendance au pessimisme, à la tristesse, peut-être à cause d'une certaine atmosphère familiale, qui était celle d'une famille très, très nombreuse et souvent accablée par toutes sortes de maux. Le père de Maurice n'a pas eu une vie très, très agréable, semble-t-il. Mais si l'on recherche, on peut dire, tout en usant de précautions, qu'une cassure a dû s'opérer certainement avec la mort de son père. Cette mort est intervenue de façon extrêmement brutale, et pour Maurice, c'était la disparition d'un être qui le comprenait, en qui il avait une totale confiance. La mort du père a représenté aussi pour lui une entrée très brutale dans le monde des adultes. Il est arrivé à Paris immédiatement après la Commune. À cet égard, il faut souligner aussi l'importance des événements de 1870-1871. D'abord la guerre. On a trop souvent négligé
frère aîné, Émile. Celui-ci a une destinée tout à fait malheureuse. Il a été mêlé à cette pénible événement qu'a été le siège de Paris pendant de longs mois. On sait qu'il a été emprisonné, qu'il est revenu dans un état physique et moral absolument lamentable. Il est mort très tôt. Également, alors, influence des événements de la Commune. Dans quelques textes, on voit Maurice hanté par les images de la lutte révolutionnaire, de la guerre civile, et épouvanté à l'idée que sur le pavé qu'il foule, sous ce pavé, il y a peut-être des cadavres qui ont été enterrés. Il exprime même à ce moment-là sa haine pour tous ceux qui ont été responsables, à son avis, d'événements aussi terribles. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas une lubie de Favière, la Commune, hein, c'est un biographe sérieux et bien entendu, c'est important. Alors, est-ce qu'on parle de quoi est-ce qu'on pourrait parler maintenant? La pêche, quelque chose de sympa, tiens, les cris de Maurice Rollinat qui, vas-y, juste après, hein, qui effraie la population. Oh, je vais vous citer un anecdote là, typique. Nous avions une bonne à la maison, elle descend les vaches dans ces prés là. Il était de l'autre côté dans le pré du Père Pesant. Il avait planté ses lignes, qui avaient tout un grelot au bout, et il était en chemise là-dedans. Et il se met à déclamer un morceau de terre, je ne sais pas quoi. Puis il donnait à tue-tête, quoi. Il était en plein air, tout seul, ça y allait. On a vu la chose, prend le montagne, laisse les vaches, se ramène pas trop, mais enfin, t'as envie qu'elle pue à la maison. Mon père lui demande, pourquoi êtes-vous là? Elle aurait presque pleuré, pour femme. Elle dit, il y a un fou qui est là-bas dans le pré du Père Pesant. Il fait des gestes, il crie, il braille, il dit, moi je veux pas rester là-bas, c'est un fou, il n'est pas possible. Et puis alors mon père devine tout de suite que c'était M. Rollinat qui était en train de déclamer un morceau. Il dit, vous le connaissez bien, vous passez devant sa porte tous les jours, 2 fois par jour. Alors cette pauvre fille, elle dit, c'est ça le poète, elle fait. Oui, ce qu'était Maurice Rollinat pour son entourage. Hein. C'était quelqu'un d'un peu extravagant, sympa quand même, hein, malgré tout. La mort peut-être de Cécile, hein, et puis on terminera là-dessus avec les témoignages. C'est juste à la fin de cette série ici. Du pays ou bien comme un étranger? Écoutez, je crois plutôt comme un enfant du pays. Quand on avait parlé de chez M. Rollinat, c'était tout. Il y avait des gens qui étaient blessés, on venait se rendre chez M. Rollinat, parce que la dame s'en occupait beaucoup. C'est mon père qui le ravitaillait en bois, et puis c'était pas un petit problème, parce qu'il voulait du bois, il voulait du char. Il ne fallait pas lui donner autre chose. Il voulait des gros morceaux, il fallait se mettre 2 pour mettre un morceau de bois sur les chenets, avant que les 2 bouts puissent se rejoindre. Ça durait la semaine. Alors, ce qu'il y avait de joli autour de sa cheminée, c'était les chiens. Il y avait 4 chiens qui étaient vêtus sur un pouf, puis là, ils se chauffaient, bien tranquille. Je les ai tous connus, ces chiens, mais je me rappelle surtout du petit Topset, un petit chien noir, qui a eu la rage et qui a mordu Madame Rollinat, et elle est morte. Effectivement, Cécile avait été mordue par un chien, et on disait que ce chien avait lui-même été contaminé par la rage. C'est Rollinat qui a poussé Cécile à aller à Paris et à se faire examiner à l'Institut Pasteur. Cécile ne croyait pas être malade. Et j'ai vu des lettres de Cécile qui écrivait de Paris, j'ai vu les médecins, et ces médecins m'ont dit que je n'avais pas la rage. Or, quelques jours après, Cécile mourait brusquement. Après la mort de Cécile, il s'est retrouvé tout seul à Fresly. Et je crois que cette solitude affreuse, le choc qu'a produit sur lui la mort brutale de cette femme qui avait été auprès de lui pendant de si longues années, explique cet état de dépression nerveuse dans lequel il s'est trouvé brusquement. Voilà. J'aimerais maintenant dans les textes que tu prennes le dernier, là c'est un PDF, sur la mélancolie de Rollinat. Ça fera un mouvement d'ensemble. C'est un médecin
qui a fait une enquête sur la généalogie un peu médicale de la famille et qui remonte au grand-père et qui voit là-dedans des côtés bipolaires. C'est pas névrose au sens de Freud, puisque Freud à l'époque c'est qu'un petit étudiant qui n'a rien encore publié. La névrose au sens psychanalytique sera après, mais quand même il y a quelque chose. Cette atmosphère de malheur sans borne où les Rollinat sont condamnés à vivre par une atroce fatalité dès 1871, en pleine commune. Rollinat dit ça et au moment de l'internement de son frère Émile. Ça a été un déchirement, cet internement. Voilà, on va passer un peu ça. Vous voyez, par exemple, le médecin fait des choses sur la dépression bipolaire. Je ne rentre pas dans les détails. Quand on tombe par là, ça se trouve sur Internet. Vous voyez, voilà là. Jean-Baptiste Rollinat, le grand-père, bipolarité, 12 enfants. François Rollinat, c'est le père, dépression récurrente. Georges Sand en est témoin. Un frère Charles, et puis aussi décède à l'asile psychiatrique, Émile Rollinat. Voilà, maniaco-dépressif, et Maurice Rollinat, bipolarité probable. Vous voyez qu'il y a une hérédité quelque part qui peut être signalée. Voilà le frère. Alors, celui qui voulait être député aussi, comme le père, il demande à Georges Sand de lui faciliter l'entrée dans la politique, à un moment où il se croyait guéri de sa guerre. Il a été nommé sous-lieutenant, etc. Oui, on continue. Alors, attends, là peut-être ça. Non, voilà, la mère, Georges Sand, on croit un moment qu'il peut faire quelque chose. Mais on continue, oui, j'aimerais avoir la réaction. Voilà, bon, ça c'est. Il sera ni élu, c'est sa proclamation de candidat. Il avait préparé son manifeste. Il écrit à Georges Sand pour être un peu appuyé, chère madame, vous voyez. Alors, ça, voilà, c'est la lettre de Maurice Rollinat, un de ses amis, le 28 avril 1971, quand on va l'interner. Et on ne le prévient pas, quoi, on l'emmène. Alors, il est parti pour Limoges, croyant faire un petit voyage à Argenton. Et quand j'ai fui précipitamment du wagon qui l'emportait, il m'a crié d'une voix inoubliable « Maurice, Maurice, pourquoi t'en vas-tu, Maurice ?» Et tout a disparu dans l'éloignement. Oh, ce sont là de ces douleurs qui vous labourent les entrailles, et j'ai failli tomber sur la voie entre les bras du chef de gare. On voit que la commune et la famille, ça laisse des traumatismes. Voilà, on continue, oui. Bon, maintenant, tu peux y aller assez vite. Il a fait un travail très, très précis, ce médecin. Alors, voilà, François Rollinat, dont on ne sait pas très bien comment il est mort, Suisse. Alors, ça c'est le père. Avant, il y avait l'idée d'un point d'interrogation. Comment s'est-il suicidé? C'est un peu un mystère, on continue. Mais enfin, bon, une crise de folie, on pense. Lui aussi, François Rollinat, n'était pas bien, le père notaire. Ça, il a relevé méthodiquement ses plaidoiries, puis les endroits où il y a peu de plaidoiries, il y en a beaucoup. On continue, on y va. Il écrit à Georges Sand toute sa tristesse, ça c'est le grand-père, on y va. Alors j'aimerais, oui, encore. Voilà, donc on parle de Freud, on parle de Rollinat maintenant, Maurice. Et il écrit effectivement très tôt qu'il est très morose, grave de l'humeur. Ils ont essayé de faire le grand saule, etc. Bon, et puis les conditions de la mort de Rollinat. Alors je vous ai dit, il a voulu se suicider, il a voulu se jeter sous un tramway, ça n'a pas marché, et il s'est tiré une balle dans la tête. Alors là, c'est là qu'il y a la contestation un peu des médecins, parce que, bon, vous savez que si on se suicide, surtout dans une famille un peu honorable, puis quelqu'un de célèbre, la société rejette là, et puis l'enterrement n'est pas garanti en terre honorable. Donc, ils ont trouvé des médecins, c'est peut-être vrai, pour dire que la balle qui s'est tirée, tiens, vas-y voir, je crois qu'il y a quelque chose sur la balle, d'ailleurs, elle revolver. Alors ça, c'est la rage, la perte de sa compagne a été très terrible. Il y a tout quelque chose sur le dossier médical, les médecins qu'il a vus, notamment à Tours, quelqu'un qui a participé, docteur Moreau, ici, qui soignait par le hashish, Baudelaire, Théophile Gautier, etc. Il est connu en littérature, celui-là.
Edgar Poe, évidemment, vous voyez, il est exact que Rolina se tira une balle dans la tête, ça fait quelque temps avant d'entrer ici, profondément affecté par une attaque d'entérite. Donc comme il avait l'intestin aussi délicat, ça a permis de dire qu'il est mort. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, probablement mort d'un cancer de l'intestin. Mais le probablement n'est pas hyper attesté quand même. Vous voyez, il vous laisse détruire, mais le projectile de 6 mm seulement ressorti par une des fosses nasales. C'est miraculeux, après avoir traversé la voûte palatine. C'est drôlement raté. Il en résulta une hémorragie peu grave. Rassurez-vous, tirer une balle dans la tête, c'est peu grave. Lorsque Rolina entra chez nous, la blessure était complètement cicatrisée. Il est aussi inexact de dire que Rolina est mort dans un accès de folie, que de prétendre qu'il a succombé aux suites de sa tentative de suicide. En réalité, Rolina n'a jamais été privé d'aucune de ses facultés mentales. Il est mort d'un marasme physiologique contre lequel aucun soin ne pouvait prévaloir. Tirez le rideau. On continue, oui. Voilà, on est vers la fin, là. Vous voyez, en même temps, on nous présente une trajectoire de la balle qui est quand même douteuse pour le cerveau qui est derrière. Là, les fosses nasales, quand même, ça doit rebondir drôlement pour éviter. Bon, voilà. Alors, le médecin fait jouer ce revolver. Bon, je vais vous quitter très tôt maintenant, mais je vais terminer en faisant quand même honneur à sa compagne, enfin sa femme même, parce qu'il n'a pas dit, qui est Marie, et qui elle-même a écrit des textes. On a retrouvé des textes d'elle, donc je vais vous lire un de ses plus émouvants poèmes, un sonnet, sur un coffret de lettres. Vous verrez qu'elle n'est pas indigne de Rolina. Inutile témoin d'un bonheur suranné, écho d'un son perdu, folle réminiscence, à la poussière, au choc du temps et de l'absence, sans larmes, sans regret, je vous ai condamné. Pourquoi vouloir revivre un amour profané, d'où mon rêve s'est envolé comme une essence? Voici que le mal cède et que mon cœur fané s'ouvre au vide charmant de la convalescence. Quand l'automne a mordu les feuilles des buissons, mille magies, hélas, ne les ferait renaître. Ainsi j'ai vu tomber tous mes anciens frissons. Si j'ai accueilli l'oubli, c'est que peut-être la route mal choisie éveille mes remords, et je n'aime pas voir la chambre de mes morts. Elle sera quand même là, sur le faire-part aux obsèques de Rolina, et elle sera avec la mère de Rolina, et elle lui a écrit cette lettre, et ce sera la dernière chose que je vous donnerai comme document. Vous trouverez pas mal de choses sur Internet, si vous voulez compléter. Ma bien chère maman, malgré les soucis de la direction de la maison et de l'état de maladie de ma mère, je n'ai cessé d'être enveloppé ces jours-ci par les tristes souvenirs du passé conjugal et de ceux de la journée de jeudi passée auprès de vous. La pensée de la mort rapide de notre pauvre Maurice, toujours si souffrant, me suit pas à pas. Il revit maintenant dans les nombreuses pages d'éloges que lui consacrent les journaux et revit 1000 fois plus encore dans les évocations de mon cœur attristé. Dieu qui avait permis les choses qui nous ont séparés a sans doute voulu nous épargner la douleur de la suprême entrevue, alors que Maurice, comme en témoigne la lettre que vous m'avez donnée, repensait à moi, qui n'ai jamais cessé de penser à lui. Vous-même, chère maman, n'avez-vous pas prié chaque jour pour notre réconciliation? J'ai l'espérance que votre prière maternelle ne sera pas rejetée et que nous nous retrouverons dans la miséricorde divine et dans l'éternité sans souffrance. Marie Rolina. Voilà, cette femme, c'est un vrai amour. Il était passionné d'elle. Ce qui l'a captivé, c'est ses yeux bleus. Il la compare tout le temps à des bleuets, etc., qui l'ont charmé. Et il a fait 6 poèmes qu'on trouve dans les Névroses, avec à chaque fois son nom en acrostiche. Archange féminin, dont le bel œil sans trêve miroite en s'embrumant comme un soleil navré, apaise le chagrin de mon cœur enfiévré, reine de la douceur, du silence et du rêve. Inspire-moi l'effort qui fait qu'on se relève, enseigne le courage à mon corps éploré, sauve-moi de l'ennui qui me rend effaré, et fourbit mon espoir rouillé comme un vieux glaive. Rallume à ta gaieté mon pauvre rire éteint, use en moi le vieil homme, et puis
soir et matin, laisse-moi t'adorer comme il convient aux anges. Laisse-moi t'adorer loin du monde moqueur, au bercement plaintif de tes regards étranges, zéphyr bleu, charriant les parfums de ton cœur. Et notamment l'ange gardien, où il l'a dépeint comme son ange gardien. Et, tous les deux n'ont jamais cessé de s'aimer, et ils n'ont pas pu vivre longtemps ensemble. Voilà. Alors, est-ce que je tiens 59, j'avais dit avant 20h. Voilà, merci. Je vous ai... Et bon cinéma pour ceux qui vont y aller tout de suite.